Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, bilan du sommet États-Unis-Afrique. Le continent a obtenu de Washington la création d'une force d'intervention et des promesses d'investissement. Les observateurs sont formels. L'industrialisation de l'Afrique est devenue capitale. Le continent doit pouvoir transformer ses matières premières pour peser davantage sur la scène économique. Et puis au Sud-Soudan, l'éducation s'invite au théâtre à travers une pièce qui traite des nombreuses difficultés que rencontrent les jeunes filles en milieu scolaire. Découverte en fin d'édition. Après le sommet Afrique-États-Unis, l'heure est au bilan. 33 milliards de dollars d'engagement américain en Afrique ont été annoncés. Et outre l'aspect économique, les deux continents se sont engagés à intensifier les relations bilatérales et ce, dans tous les domaines. Le point avec Paul de Singwe. 50 pays africains sur 54 et de nombreux observateurs. Sur le plan de la participation, l'Afrique a répondu massivement à l'invitation des États-Unis. Et s'ils ont été nombreux au rendez-vous de Washington, c'est parce que, tous le savent, les États-Unis constituent un vaste marché pour le continent africain. Les États-Unis constituent une grande zone de prospérité et surtout de capacité de création, d'innovation. Et je crois que l'Afrique, depuis ces dernières années, a aussi beaucoup progressé dans la formation de sa jeunesse, du capital humain. Et il était indiqué que par rapport à cela, nous puissions ouvrir nos regards vers cet horizon américain pour voir comment cela peut apporter dans les échanges des possibilités d'emploi, d'insertion de nos jeunes dans la production économique de nos États. À l'issue du premier sommet États-Unis-Afrique, le continent africain obtient des États-Unis la création d'une force d'intervention et des promesses d'investissement. Par ailleurs, le président Barack Obama a d'ores et déjà annoncé une aide publique de 33 milliards de dollars vers l'Afrique. Ce sont là des actes qui traduisent la volonté des États-Unis de renforcer sa coopération économique avec le continent. Parce que l'Amérique aussi doit sentir son intérêt aujourd'hui plus que par le passé. Voilà, parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont beaucoup investi aussi en Asie, parce que c'était d'un intérêt précis. Aujourd'hui, nous pensons que les États-Unis comprennent qu'avec la Chine qui se déploie, avec d'autres BRICS et autres qui bougent, il est certain que l'Afrique devient aussi intéressante pour les États-Unis. Donc c'est une rencontre de deux intérêts, je crois, et cela fait que nous pensons qu'il n'y a pas de rien n'est tard, il vaut mieux toujours prospecter. En renforçant sa coopération avec l'Afrique, le président Barack Obama espère rattraper le retard des États-Unis dans ses relations géopolitiques et économiques avec l'Afrique. Et la redéfinition des relations entre l'Afrique et le reste du monde était un enjeu essentiel au cœur de ce sommet. Pour peser davantage sur la scène internationale du point de vue économique, l'Afrique doit s'unir et s'industrialiser. Guillaume Durand. Si la vague des indépendances a mené l'Afrique vers l'émancipation politique, la mainmise économique des puissances occidentales sur le continent freine son développement. À l'heure du sommet États-Unis-Afrique, l'ambition du continent est de redéfinir ses relations avec le concert des nations. La priorité pour l'ensemble des observateurs est de transformer la matière première sur place plutôt que de la vendre non transformée. Nous devons nous concerter pour savoir où est-ce que nous amenons l'Afrique. L'Afrique a tout pour aller de l'avant. Mon problème est simple. Si vous voulez le cuivre du Congo, venez amener vos machines ici. Le code des investissements est là, vous vous y conformez, le cuivre est à vous. Et on ne choisit pas des nations chinois, Rwandais, Ougandais, Américains, Français, Congolais, tout le monde. Mais ce que nous recherchons, on crée l'emploi, nous nous approprions cette technologie et nous quittons cette honte où le cuivre part d'Ikatanga, il va en Inde et quand on le transforme, on nous amène les câbles électriques que nous achetons 4 fois plus cher. Une véritable union de la totalité des nations du continent face à ces questions économiques est par ailleurs essentielle. Chacun va s'adresser individuellement à la Chine, chacun individuellement à l'Amérique et à l'Europe,
évidemment, nous sommes dans une sorte d'oligopole. À ce moment-là, c'est lui qui achète, parce qu'il peut s'adresser à la Guinée-Conakry, il peut s'adresser à la Zambie. Il dit, bon, si vous ne voulez pas, je donne à l'autre. Et donc, il n'y a pas de politique concertée pour que nous créions une force qui va nous permettre d'être très forts dans cette guerre de mondialisation où le problème de l'eau, le problème du réchauffement climatique, le problème de la faim dans le monde, le problème des raretés des minéraux se posent et l'Afrique est le réservoir pour le moment. L'industrialisation de l'Afrique est pour les spécialistes une nécessité. Le continent doit en effet cesser d'être un réservoir de matières premières et transformer sur son sol ces matières pour peser davantage au niveau international du point de vue économique, un préalable pour redessiner les contours des coopérations avec les différents partenaires. Dans l'actualité également, le forum de coopération des gouvernements locaux Chine-Afrique est prévu du 27 au 28 août prochain à Beijing en Chine. Un événement qui sera présidé par le président ghanéen John Dramani Mahama, organisé conjointement par l'Association populaire chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers et l'Union des villes et des gouvernements locaux d'Afrique. Le forum a pour but de renforcer la coopération au niveau local entre la Chine et l'Afrique. Au Soudan, les fortes pluies recensées ces derniers jours ont des conséquences dramatiques sur la vie des habitants. Les inondations consécutives à ces intempéries menacent en effet les cultures, le bétail, mais aussi les habitations, comme nous l'explique Charles de Jouvenel. Au Soudan, les fortes pluies ont des conséquences tragiques. Dernièrement, les inondations qu'elles ont provoquées ont causé d'importants dégâts dans de nombreuses régions du pays, notamment dans la capitale, Khartoum. Des inondations qui ont fait au moins 39 victimes et balayé les cultures et le bétail. De nombreuses familles ont dû être déplacées pour faire face à l'ampleur de la catastrophe naturelle. Les gens ont besoin d'aide, de biens de première nécessité, de couverture et ainsi de suite, car il y a des maisons qui ont été complètement détruites et dont il ne reste plus rien. Mon voisin a tout perdu et il y a des enfants. Le gouvernement devrait se pencher sur cette question. De fait, plus de 6100 maisons auraient été détruites ou endommagées par les inondations, non sans causer de sérieux problèmes sanitaires chez les réfugiés. Ainsi, les familles sans abri ont du mal à accéder à des services de relogement ou plus basiquement à des centres de santé ou à l'eau potable. Le gouvernement soudanais n'a pas tardé à réagir par la voix du chef des services d'urgence de Khartoum lors d'une réunion d'urgence tenue le 5 août. Le niveau du Nil augmente considérablement et les fonctionnaires du ministère de l'Irrigation ont confirmé que pour la première fois dans l'histoire moderne du Soudan, le niveau du Nil avait augmenté de 2 mètres en seulement 5 jours. Ils s'attendent à des effets négatifs dans les 2 ou 3 prochains jours, mais Dieu merci, beaucoup de travail a été effectué pour que l'écoulement des eaux soit dirigé loin des zones résidentielles. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ces fortes pluies font ressurgir le spectre du souvenir de la dernière grande inondation, en 2007. À l'époque, les maisons de près de 365 000 personnes avaient été détruites ou fortement endommagées et des dizaines de personnes avaient été victimes des conditions sanitaires dramatiques qui avaient suivi le drame. De nombreux Soudanais avaient alors accusé le gouvernement de ne pas avoir anticipé cette catastrophe. Et de l'autre côté de la frontière, au Sud-Soudan, le théâtre est mis au service de l'éducation. Scènes improvisées, costumes traditionnels et spectacles à vertu, tout est mis en œuvre pour amener la population à s'intéresser à l'éducation des filles et aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Aminata Diak. Le conflit politique que connaît le Sud-Soudan depuis décembre 2013 affecte la vie quotidienne des populations. Pour autant, ils sont nombreux à se battre pour garder une activité normale. À Juba, la capitale, un groupe d'artistes sensibilise à la cause des jeunes en difficulté, notamment la situation des jeunes filles face à l'éducation, la violence domestique et le mariage précoce. Ils sillonnent le pays pour présenter leur spectacle intitulé « L'éducation pour le peuple, une priorité ». Nous sommes allés au marché pour faire un sondage sur les problèmes qu'ils avaient dans leur communauté. Nous voulions savoir pourquoi ils ne scolarisent pas leurs jeunes filles. À partir des éléments du sondage, nous avons écrit les scripts de nos pièces de théâtre. Durant leurs prestations, les acteurs encouragent le public à participer et même à avoir une discussion à la fin de la pièce de théâtre. À mon avis, la communauté pourrait beaucoup apprendre de ces pièces de théâtre car c'est un bon moyen d'éduquer la communauté et cela pourrait nous aider à changer certaines mauvaises habitudes dans nos traditions au Sud-Soudan.
Pour soutenir sa cause, la troupe de théâtre collabore avec l'ONG internationale Free Press Unlimited qui travaille avec les communautés marginalisées. Cet appui leur permet de toucher toutes les communautés locales afin de donner de l'impact au message qu'ils véhiculent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.